Bien, donc nous arrivons à notre dernière table ronde, deuxième table ronde et dernière partie de la journée, où on va réfléchir à ces projets dont on a beaucoup parlé depuis ce matin. Et c'est une table ronde que nous avons intitulée « Évaluer les promesses », à laquelle nous avons invité donc Alan Kirman, qui est économiste, il nous l'a dit comme un péché ce matin, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et professeur émérite à Aix-Marseille. Serge Cohen, qui est chargé de recherche au CNRS, qui est là-haut sur le plateau au laboratoire Ipanema et qui est membre d'un comité de pilotage qui évalue des projets, le comité de pilotage du DIM MAP, c'est-à-dire DIM pour domaine d'intérêt majeur et MAP pour matériaux anciens et patrimoine. Matériaux anciens et patrimoniaux. Et puis Anne Lieuteau, qui est chercheuse associée au CERAP, qui est responsable scientifique à l'Agence nationale de la recherche pour le département environnement, écosystème et ressources biologiques, et qui a une évaluation non directement des projets, mais de l'impact des projets, si j'ai compris la rectification, de l'impact des projets qui ont été financés par l'ANR dans son domaine. Et donc la double question qu'on vous a posée à tous les trois, c'était à partir de votre expérience, soit d'évaluateur de projet, soit en ayant évalué donc en aval l'impact des projets déjà sélectionnés, quel a été le rôle ou quel rôle jouent les promesses donc dans les projets que vous avez évalués, avec cette évolution possible il y a 30 ans ou 20 ans, on donnait des promesses et c'était pas grave si on ne les tenait pas, et quelle est la place des promesses aujourd'hui dans les projets qui sont rédigés, et d'autre part, quelle part les promesses tiennent-elles dans la façon dont les projets sont évalués, c'est-à-dire les projets sont-ils évalués aussi en fonction de leurs promesses, et je ne sais pas comment Anne va pouvoir se glisser là-dedans, mais je ne sais pas si quand on regarde l'impact des projets, la partie promesse a été effacée ou si elle apparaît encore. Enfin bon. Donc voilà en tout cas la question qu'on vous a posée. Vous avez 5 minutes, 5-7 minutes pour répondre. Donc je ne sais pas, l'ordre de présentation du document était Alan Kirman, Serge Cohen, Anne Lieuteau. On peut reprendre cet ordre si cela vous convient. Donc, juste pour préciser d'où je viens, moi je suis mathématicien, je m'intéresse à la statistique et à l'imagerie. Et donc j'interviens dans le DIM matériaux anciens et patrimoniaux au terme de l'organisation de ce DIM. Donc c'est un DIM qui vient de finir. Et dans ce DIM, l'objet c'était de pousser la recherche interdisciplinaire autour de tout ce qui est ce qu'on appelait matériaux anciens patrimoniaux, c'est-à-dire une étude d'utilisant des outils de sciences des matériaux, de sciences de matérialité, donc beaucoup de physico-chimie, des mathématiques, de l'observation, pour des objets qui viennent de sciences qui sont parfois instrumentées, parfois moins instrumentées, donc archéologie, paléontologie, patrimoine culturel, donc histoire de l'art aussi par exemple, et puis paléo-environnement, taphonomie. Donc c'est des sciences qui sont diverses dans leur pratique de l'instrumentation et de l'utilisation et de l'exploitation de l'instrumentation pour obtenir des observations. Et la raison pour laquelle on mettait dans un seul domaine d'intérêt majeur ces différents aspects, c'est parce qu'il nous semblait que à travers l'étude de ces matériaux, il y avait un certain nombre de points communs du point de vue méthodologique. Et donc il y avait
au-delà de ces axes de recherche, on va dire plus thématiques, des axes de recherche plus transversaux, avec un qui était la réflexivité, donc justement essayer de profiter du lien qu'on a à travers ce genre d'objet avec les sciences humaines pour profiter justement de cette expertise, de l'analyse, de la réflexivité, de la façon dont on mène la recherche. Il y avait un volet autour de l'instrumentation, puisqu'il y a des instrumentations communes pour étudier ces matériaux qui ont des points communs en termes de non-reproductibilité, de mauvaise compréhension, de mauvaise connaissance a priori des matériaux, hein, contrairement à la science des matériaux modernes où les matériaux sont faits explicitement pour leur étude. Et puis mathématiques, traitement des données, parce que c'est un levier particulier dans ce cas-là. Voilà. Donc ça, c'était pour le contexte. Et en fait, la raison pour laquelle je vous parle du contexte, c'est qu'effectivement, on est dans une partie de l'évaluation qui est peut-être un peu originale, dans le sens où ce qu'on essayait d'évaluer, c'était l'interdisciplinarité. Et donc c'était justement cette capacité de ces projets, et le problème du mot projet, c'est le mot lui-même, parce que justement, un projet, c'est essentiellement des promesses. Hein. Donc c'est la différence, moi, que je mettrais entre projet et programme de recherche. J'aurais peut-être préféré qu'on parle de programme de recherche plutôt que de projet de recherche. Hein. Et c'est justement ce qu'on essaye d'évaluer dans le projet, c'est le programme en fait. Hein. Pour nous, c'est ce qui fait la différence entre une promesse qui est tenue ou pas et une recherche qui est clairement dirigée. Voilà. Alors, évaluer des projets interdisciplinaires, il y a justement à la fois une problématique et un point de vue intéressant, c'est que ça permet de forcer le déposant à contextualiser son projet, de façon à ce qu'un maximum des personnes qui sont autour de la table, qu'il sait à l'avance être des personnes qui ne sont pas de son domaine, comprennent l'intérêt de la recherche proposée. Donc ça, c'était une des originalités de ce domaine d'intérêt majeur et de cette source de financement qui avait, comme beaucoup de sources de financement, hein, qui avait comme objet de faciliter un domaine de la recherche, de promouvoir un type de recherche ou un type de sujet de recherche. L'évaluation dans ce contexte-là, c'est avant tout une acculturation de l'ensemble des membres de ce comité de pilotage au domaine des autres. C'est de savoir comprendre où est notre expertise, où elle n'est pas. Et c'est sans doute la partie à la fois la plus motivante et la plus compliquée de cet exercice. Maintenant, quand on pratique cet exercice, ce qu'on voit, c'est qu'assez vite, la tendance, je n'ai pas participé à beaucoup d'évaluations en dehors de cette thématique, hein, mais je pense qu'elle est assez commune. La tendance est de promettre de plus en plus. Alors, le fait est que parmi nos points d'évaluation, on a essayé d'avoir un document assez concis, assez clair et assez précis de définition de nos critères d'évaluation. Et un des critères, c'est justement la faisabilité scientifique et financière de la recherche qui est proposée. Et là-dedans, ce qu'on incluait, c'était à quel point la promesse semble réaliste. Et je pense, comme dans beaucoup d'endroits, alors ce DIM-là, il a fini l'an dernier, et en même temps, il y a une continuation, qui est un autre DIM, qui a des aspects communs. Et on voit bien l'évolution, on a de plus en plus de promesses, et typiquement là, c'est le hasard du calendrier, hein, l'évaluation des soumissions au projet de thèse vient d'avoir lieu il y a 2 jours, et finalement, on n'a pas financé tous les projets de thèse qu'on aurait pu financer. Le problème essentiel, c'est que la grande majorité des projets de thèse proposés, c'était des projets ANR. Donc là, on est vraiment dans le réalisme, c'est-à-dire le système d'évaluation pousse très clairement à surévaluer ce qu'on est capable de faire. Et il y a un moment où ça devient irréaliste et déraisonnable de continuer à pousser ce genre d'aspect. Alors, moi, je viens des maths, hein, et donc c'est pour ça que je vous le disais au début, et je vois ça vraiment sous l'aspect de la théorie des jeux, c'est-à-dire que les acteurs, ils jouent quand ils écrivent un projet, et quand ils soumettent un projet, ils jouent, et donc il faut que les règles soient vertueuses, ou en tout cas que les règles poussent à obtenir le résultat qu'on aimerait voir. Nous, ce qu'on aimerait voir, c'est effectivement des projets où le thésard ne se retrouve pas dans des injonctions absolument catastrophiques, démesurées par rapport à ses capacités pour le temps qui lui est donné. Et donc, il est indispensable, dans ce cadre-là, tout en sachant que c'est la pratique scientifique. Enfin, c'est la pratique scientifique actuellement. Moi,
J'ai fait mon postdoc, je suis resté 10 ans dans un monde de scientifiques anglo-saxons où les projets sont... Alors, on est encore dans une autre catégorie d'irréalisme, à mon sens, hein, et donc c'est cette pratique-là. Si on veut la combattre, il faut la combattre dans cette théorie, dans cette pratique-là qui est de clairement édicter des règles qui sont que quand on veut être réaliste, il faut l'imposer au moment où le choix se fait. C'est pas après, c'est pas on promet énormément et puis c'est pas grave si c'est pas réalisé. Mais le fait est que il y a quand même, enfin ce qu'on voit, indépendamment des disciplines, c'est on voit vraiment clairement cette dérive vers le promettre plus. Voilà. L'interdisciplinarité n'est pas exempte de ça. Voilà. Je pense que pour une première intervention, c'est tout. Après, si vous avez des questions. Merci beaucoup, c'est bien. Merci beaucoup. Et d'abord pour l'invitation et deuxièmement parce que maintenant mes transparents sont arrivés. Ah oui, voilà. Et d'abord, première remarque, la promesse peut avoir toutes sortes de connotations. C'est-à-dire que Keynes, en 1930, a dit, avec le progrès technologique, mes petits-enfants travailleront 15 heures par semaine. Est-ce que ça c'était une promesse ou est-ce que ça c'est une prévision ou est-ce qu'en réalité, évidemment, vous voyez très bien que ça ne s'est pas avéré vrai, au moins pour l'instant. Et donc, c'était juste une remarque au début, mais comment est-ce que j'avance ou voilà, merci. J'appuie. Là? Oh, voilà. Et donc, j'ai participé à l'évaluation des centaines de projets pour l'ERC, pour l'ANR, etc. Et voilà quelques conclusions auxquelles je suis arrivé. Et maintenant, je suis actuellement président d'un comité pour les projets avancés à l'ERC. Et c'est une commission SHS, mais il y a aussi des projets qui sont interdisciplinaires où on doit les envoyer aux autres commissions. Et question, les projets ont-ils tenu leur promesse? Bon, première remarque, c'est qu'on passe beaucoup de temps à discuter de ces projets. Première session, élimination de certaines. Deuxième session, discussion avec quelquefois jusqu'à 10 expertises de l'extérieur. Mais jamais, au moins pour moi, est-ce que j'ai été demandé ex post d'évaluer les résultats. Donc ceux qui ont discuté longuement, qui savaient plus ou moins ce qui était promis dans le projet, ne sont pas ceux qui jugent à la fin. Et je pense que là, c'est quand même une erreur parce que de passer de ce qui était promis, de ce qui était réalisé, je pense qu'au moins un individu du comité original devait être convoqué pour discuter de ce projet. Mais ça, c'est juste une opinion personnelle, mais apparemment l'ERC va mettre ça en pratique. Et je pense que, comme je vous ai dit, que ça, c'est une erreur. Mais, deuxième remarque, on passe énormément de temps à l'évaluation ex ante des projets, mais beaucoup moins de temps avec l'évaluation ex post. Je pense que ça devait être plutôt le contraire. C'est-à-dire que ça doit être plus ou moins un pari au départ et après une évaluation sérieuse de savoir ce qui a été réalisé. Et je pense qu'on passe trop de temps sur la mécanique, sur la discussion de combien va être dépensé de telle et telle sur telle et telle chose. Et plutôt que ça, on devait plutôt peut-être avoir plus de confiance dans ceux qui proposent et dire, voilà, vous avez l'argent pour votre projet, dépensez comme vous voulez, on va évaluer ça en fonction des résultats plutôt que comment est-ce que vous avez dépensé votre argent sur ça ou sur ça. Est-ce qu'ils ont pris des taxis quand ils auraient pu prendre le transport public, etc.
Et donc, je pense que quelquefois, on se noie dans les détails de l'administration plutôt que dans une vraie évaluation scientifique du projet. Et sur quoi sont fondées nos évaluations initiales? Ça doit être l'intérêt et la contribution du projet, je pense, essentiellement. Mais en réalité, qu'est-ce qui sont les éléments qui sont utilisés en général? En réalité, c'est la réputation de celui qui propose en termes de ses publications antérieures, c'est la réputation de l'institution d'origine de l'auteur du projet. Et donc, en d'autres termes, il s'agit de jugements rétrospectifs sur le travail fait avant par la personne, plutôt que de dire est-ce que ce projet-là va être intéressant en soi. Donc, le problème, c'est donc, finalement, le jugement repose beaucoup sur les référés des articles faits avant, plutôt que sur l'intérêt vrai du projet. L'ORC est en train de changer ça. Ils interdisent maintenant d'utiliser l'impact factor, etc. Et donc, ces considérations-là, comment on appelle ça, bibliométrie mécanique est éliminée et plutôt il faut se focaliser sur le contenu et l'originalité du projet. Je me souviens, il y avait un dessin, en fait, je ne me souviens plus par qui, Gary Larson peut-être, où il y avait une grande grotte avec deux hommes néandertals en face, avec un rocher au milieu et les massues juste derrière. Et les deux étaient en train de regarder sérieusement et c'était écrit Neanderthal University Tenure Committee. Et à l'extérieur, il y avait un jeune qui marchait nerveusement et un est en train de dire à l'autre mais qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il a inventé la roue? Et donc c'est un peu cette question-là, est-ce qu'on attribue des choses en fonction de ce que la personne a fait ou est-ce qu'on évalue le projet? Est-ce que monsieur qui a inventé la roue, il a proposé quelque chose d'intéressant après? Mais je pense que la nature des promesses, malheureusement, dans ces projets, n'est pas nécessairement une contribution à notre connaissance générale ou à la société. C'est plutôt, très souvent, qu'est-ce qui sont attendus comme résultat? 3 publications dans les top 5, par exemple, quelque chose de cet ordre-là. Ça veut dire qu'on renvoie à un système interne plutôt que de dire quel est l'intérêt de ce projet en général et pourquoi c'est original et intéressant. Et deuxième chose, c'est quelque chose qui n'est pas pris trop en considération, mais on a entendu parler déjà aujourd'hui, c'est le problème de réplicabilité. Si c'est un mot en français, je ne suis pas sûr que ça soit vrai. Des résultats. C'est-à-dire que souvent, on dit « Ah, bien, il a publié 2 articles en Nature, très bien. » Mais en réalité, il y a, au moins en économie, il y a beaucoup d'articles qui donnent des résultats, souvent des études empiriques, où on ne peut pas les répliquer. Et il y a énormément de cas où on a... Là, j'ai cité quelques-uns, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais quelqu'un a possédé la reproduction de 9 articles, d'essayer de le faire, et ils ont pu reproduire les résultats de 2 parmi les 9. Et ça, c'était dans une grande revue en économie. Plus tard, quelqu'un d'autre a pris de la même revue 62 articles, et il a pu reproduire intégralement les résultats de 14. Donc, et ça, c'est des résultats qui ne sont pas, comme je veux dire, négligeables en termes de leur impact sur la société, parce que c'est des articles dans les grandes revues en économie qui sont souvent cités et utilisés pour faire de la politique économique. McCulloch a essayé de reproduire 103
133 articles de recherche publiés par le Fed, le Federal Reserve Bank de St. Louis, dans leur revue. Et sur ces 133, il a pu reproduire les résultats de 29. Donc c'est quand même un peu inquiétant parce que ces articles-là sont cités. Et ce qui est même plus triste, c'est que si on regarde les articles cités, les articles qui ont été rejetés par ces critères-là, qui ne sont pas reproduits, étaient cités plus que les articles où ça a bien marché. Donc je trouve que ça, c'est assez troublant. Et pourquoi on a ce problème? Parce que personne ne veut publier un article qui est simplement la réplication de notre article. Donc, comment est-ce que vous pouvez espérer d'être publié dans une bonne revue si vous voulez simplement reproduire les résultats? Et donc, maintenant, on a commencé à créer des revues où on publie des réplications, mais en général, on ne le fait pas. Et donc, je pense que cette notion de promesse, même si la promesse de publier dans une bonne revue est remplie, même si ce critère-là est rempli, malheureusement, ça ne suffit pas. Il faut quand même vérifier que les résultats sont solides. Et ça, c'est trop souvent pas le cas. Voilà. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que je pense que notre système actuel n'est pas du tout idéal pour créer, développer, pousser la recherche vers l'avant. C'est plutôt de reproduire le système comme c'est, d'ajouter des epsilons de recherche. Et dernière remarque, souvent on est demandé combien de pourcentage de votre temps est-ce que vous êtes prêt à consacrer à ce projet. Et il y a un chercheur en France, je ne vais pas citer son nom évidemment, mais j'ai compté dans les différents comités que j'ai vus ses soumissions, et lui avait promis de consacrer 140% de son temps à des projets en question. Donc, je pense encore une fois, les critères qu'on est en train d'utiliser et les procédures ne sont pas à la hauteur de notre ambition pour la science. Merci. Merci. Anne Lieutot, donc. Merci pour l'invitation. Et effectivement, pour le contexte, donc, j'ai pas souhaité répondre sur la question de l'évaluation scientifique, parce que justement, quand on pense à NR, on pense évaluation scientifique et on rentre dans une controverse, à mon avis, sans fin. Juste pour la petite histoire, moi j'ai fait le choix dans ma carrière de chercheur d'aller à l'ANR pour voir de l'intérieur comment ça se passait. Donc après ça, on pourrait entre nous à la pause en rediscuter. J'aurais éventuellement des choses à dire, mais je ne sais même pas si elles seraient intéressantes. Par contre, ce que je trouvais intéressant, c'était de valoriser le travail que je fais en ce moment, où justement la question de ce colloque m'a interpellée. Et cette notion de promesse et d'évaluation de la promesse, finalement, je la traite et je l'aborde d'une autre façon, donc pas d'une façon d'évaluation scientifique, mais dans le cadre de l'analyse thématique des projets qui sont financés par l'ANR, et notamment en s'appuyant sur les résumés de candidature. Et donc, dès lors qu'on s'appuie sur les résumés de candidature, on est sur des données qui procèdent de la revendication d'une promesse, qui procèdent d'un discours. Et en fait, ça transparaît en permanence dans l'analyse qu'on fait de ces contenus de résumé. Et je trouve que c'est intéressant de partager cette chose-là. Alors, ça n'a pas de prétention scientifique, ce que je vous raconte aujourd'hui, mais plutôt des éléments de réflexion sur une dimension quand même relativement pertinente d'utiliser ces résumés qui existent. Alors, c'est à la fois cette méthode en fait, qu'on a développée, on pourrait dire elle est un peu opportuniste parce qu'on dispose en ligne, enfin, dans nos bases de données, on dispose des résumés qui sont saisis en ligne. Et donc, c'est de l'information produite par les scientifiques eux-mêmes qu'on peut exploiter. Et l'intérêt, c'est de regarder est-ce que ça a du sens, est-ce qu'on arrive à en tirer des choses pertinentes et est-ce qu'on peut dessiner des contours. Ah zut,
Excusez-moi, j'ai vraiment besoin de mon support. Voilà. Et donc l'idée, c'est est-ce qu'on peut en tirer des informations intéressantes pour repérer les ambitions, les perspectives dans lesquelles les chercheurs s'inscrivent, éventuellement même leurs rêves, pourquoi pas. Et donc en fait, on est en permanence en train d'explorer les promesses. Les promesses que les chercheurs se font à eux-mêmes, les promesses. Et donc en fait, on passe notre temps en faisant un travail comme ça. Donc moi, je l'ai conduit sur 2 thématiques différentes. J'ai conduit d'abord sur la thématique des risques et catastrophes naturelles. On a produit un cahier de synthèse. Et puis là, je le fais depuis bientôt 1 an et demi sur la biodiversité. Et là, on a un volume de projets financés qui est énorme et qui m'a amené à utiliser des outils d'analyse lexicographique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit apparaître dans les analyses de contenu des éléments de discours qui sont typiquement du ressort des éléments de langage. Donc qui n'ont rien à voir avec la thématique de la biodiversité, mais qui participent pleinement à la construction des résumés. Donc ça, déjà, on peut voir que quand on parle de la promesse, il y a des choses, la construction du projet est façonnée par la nécessité de demander des crédits et donc de justifier un certain nombre de choses qui n'ont rien à voir avec la thématique. Ensuite, on voit aussi des choses qui relèvent de le besoin de convaincre ou la motivation du chercheur ou les enjeux d'utilité scientifique. Et là, on va avoir des éléments de langage qui vont être plus sur des enjeux éthiques ou bien des effets de séduction, avec des effets de surenchère, des mots qui vont être super employés, des termes un peu récurrents, etc. Et puis, après, il y a un souci quand même de rentrer dans l'effectivité. Donc, il y a des éléments un peu concrets, tangibles, de factualité, en gros, de ce qui va être déroulé. Et là, on a du vocabulaire super spécialisé. Voilà, donc ça, c'est pour donner des exemples de ce qu'on pourrait présenter comme des descriptions de la promesse. Alors après, on parlait tout à l'heure de comparer ça avec la réalité de ce qui a été fait. Alors, le souhait de comparer cette promesse à ce qui a été fait, il se trouve que dans le cadre de l'étude sur la biodiversité, on l'a abordé en partie, mais on peut s'interroger aussi sur l'utilité de simplement s'en tenir à cette promesse initiale, parce qu'elle a son intérêt en soi. L'idée, c'est dans quel domaine les chercheurs se positionnent-ils? Est-ce qu'on voit apparaître des fronts de science, des émergences, des thématiques, tout en tenant compte de cet effet de séduction ou d'effet d'annonce? C'est-à-dire qu'on peut comparer ces résultats à ce qu'on a dans les études de prospective, dans les études sur les fronts de science, etc. Et ça peut permettre de mettre en évidence des gaps ou bien des effets de décalage temporel, etc. Voilà. Donc il y a un intérêt en soi à étudier cette dimension de la promesse sans nécessairement aller regarder le résultat en soi. Après, on a trouvé que ça valait le coup quand même de solliciter les chercheurs parce que dans la construction de notre base de données, on s'est rendu compte évidemment qu'il y avait des hétérogénéités très fortes dans la façon dont les chercheurs renseignent le résumé et qu'on a été parfois obligé d'aller compléter les résumés avec ce qui était présenté sur les sites Internet des projets. Lorsqu'on dispose de sites, de projets qui ne sont pas encore démarrés, et donc le résumé reste un résumé d'appel, de façon à ce qu'on ait une homogénéité dans le format de ces résumés qu'on va comparer entre eux. Et donc, quand on a fait ça, on s'est dit, mais au fond, quand on va produire ce cahier, on va présenter des projets types. Et ces projets types, ça nous intéresse de solliciter les chercheurs pour qu'ils nous disent leur vision aujourd'hui de ce projet,
qu'il soit en cours ou qu'il soit terminé. Et donc à ce moment-là, il y a une nouvelle formulation, il y a une nouvelle écriture, une forme de réécriture du projet qui rentre un peu plus dans le détail méthodologique, qui rentre un peu plus dans les enjeux et les objectifs qui étaient poursuivis, jusqu'à y compris des résultats de production scientifique ou même des résultats sociétaux quand il y a des interactions avec des acteurs, etc. Et donc là, dans cette dimension-là, on voit deux choses. Il y a de nouveau une forme de promesse, puisque le fait de conduire une enquête à visée de publication des informations qui vont être communiquées, on est de nouveau dans un enjeu de visibilité pour le chercheur, et donc un discours qui va avoir une forme de vernis, d'habillage, de présentation. Comme on disait, on publie des résultats positifs et pas des résultats négatifs, etc. Et donc pour aller un peu plus loin dans le franchissement, pour aller un peu plus loin au-delà de la notion de promesse, à ce moment-là, on rentre dans la nécessité de conduire des entretiens en bilatéral et rentrer dans une relation directe avec le chercheur sur la relation à sa recherche, etc. Et donc ça, c'est un deuxième temps, mais ça fait partie des choses qu'on envisage de conduire. Voilà. Des éléments de réflexion. Merci beaucoup. Moi, je découvre là, complètement. Bien, bah écoutez, après ces 3 premières interventions, des questions dans la salle, et puis on retournera vers les intervenants. Je voulais faire un commentaire sur ce qu'a présenté Alan Kierman. Bon, pour ma part, j'ai fait partie d'évaluation de projets interdisciplinaires dans le domaine des sciences de la vie, et j'ai vu une très grande diversité en fait des procédures d'évaluation et des critères qui sont utilisés. Par exemple, si je prends d'un côté des actions ANR, NIH ou Deutsche Forschung ou japonaises, on fait une validation de la faisabilité et qui a un biais, c'est-à-dire que les gens présentent en fait des choses qu'ils ont déjà fait partiellement, ils amènent la preuve de concept. Ils travaillent sur des espèces, par exemple, en sciences de la vie, politiquement correctes. Donc, si c'est le Japon, l'Allemagne ou la France, c'est pas l'Europe, c'est pas la même chose. Donc ça, c'est un type de. Deuxième type de projet, plus créatif peut-être, c'est le Human Frontier Science Programme, où dans HFSP, il y a une sélection qui est faite sur l'ambition et la jeunesse, et il n'y a pas d'évaluation finale. C'est-à-dire, on a fait confiance à la personne, on lui fait confiance jusqu'au bout, on lui donne le package d'argent et il se débrouille. Ça marche pas mal. Un autre type de projet extrêmement intéressant et qui est, si vous voulez, tout à fait inscrit dans l'économie de promesse, c'est Future Emerging Technology de Information and Technology européenne, où on encourage par l'interdisciplinarité la recherche ciel bleu, Blue Sky Research, fondamentale. Donc en fait, il ne s'agit pas d'arriver, on fait une promesse, mais on sait qu'on ne l'atteindra pas, et la réalité de l'interaction interdisciplinaire est évaluée. Donc c'est là, l'évaluation se fait sur est-ce que effectivement les différentes disciplines ont communiqué entre elles et ont progressé. Et puis le dernier exemple que j'allais prendre, c'est celui des flagships, où dans les flagships, l'Europe a inscrit une sorte de processus de rupture de paradigme où la promesse doit être délirante. Et c'est ce qui s'est passé. Et finalement, ce projet n'est jugé que sur des critères industriels de projets industriels, work package, deliverables, donc une comptabilité de production industrielle qui n'a rien à voir avec l'évaluation même. A-t-on atteint la promesse ou pas? Il n'y a pas du tout de réflexibilité dans ce genre de projet, alors qu'il influence toute la recherche au niveau international, ou européen ou national. Voilà. Non, c'était juste pour dire qu'en réalité, vous avez tout à fait raison, que dans d'autres pays, dans d'autres contextes, on a des types d'évaluation que je pense sont, étant donné le but au départ, sont nettement plus valables que les procédures classiques, comme moi j'ai expliqué par exemple. Et je suis entièrement d'accord avec vous, ça marche très bien. Je me souviens que l'exemple est Bell Labs, qui existait dans le temps, qui avait malheureusement pour des raisons commerciales, c'était dissous essentiellement. Ça existe toujours, mais pas de la même forme. Mais ça créait
plusieurs prix Nobel, et avec des formes d'évaluation et des formes de confiance dans les chercheurs, on disait, mais allez-y, restez dans vos labos, faites ce que vous voulez, et s'il y a de bons résultats, publiez-les, sinon on a confiance en vous. Mais ça, c'est complètement différent comme ambiance classique actuellement pour les projets. Et malheureusement, je pense qu'on a perdu un peu de vue l'objectif de la recherche et le fait que c'est de la recherche aussi. C'est quelque part, on a presque l'impression qu'on vous donne une recette, il faut que quand même vous faites la recette et qu'on va regarder le plat à la fin. Mais le plat n'est pas toujours visible au début. Donc, j'accepte parfaitement ce que vous dites parce que je pense que j'ai parlé d'un segment, dans certaines sources, relativement limité. Oui, allez-y. Il se trouve que le système américain, je connais un tout petit peu mieux que d'autres systèmes. Moi, je pense qu'il n'y a pas de... Il faut regarder les Grant NIH et HFSP ensemble, en fait. Le système de Grant NIH, il est tel qu'il faut déjà avoir fait la moitié de la recherche pour pouvoir l'avoir. Et donc, il y a besoin, dans ce système, il y a besoin de l'amorçage. Et l'amorçage, c'est l'HFSP. Et le fait est que l'évaluation de l'HFSP post, en fait, c'est le NIH qui vient derrière. C'est juste ça. Donc, effectivement... l'Académie des sciences n'a pas besoin d'évaluer. S'ils ont perdu leur argent, ils l'ont perdu. Et en même temps, s'il est gagné, ils savent que ça va être évalué a posteriori par la NIH, qui va continuer à financer la ligne de recherche qui a été entamée par la HFSP. Donc je pense qu'il faut regarder ça un petit peu globalement. Et c'est là aussi où c'est intéressant de regarder ça du point de vue de la théorie des jeux. C'est-à-dire qu'on est dans un jeu où dans ce cas-là, chaque méthode de financement a son rôle à jouer dans un projet global qui est celui de la recherche financée essentiellement par projet, avec des ressources qui sont quand même assez limitées, qui sont telles que, même si soi-disant c'est pas de risque, pas de gain, on ne peut pas se permettre de prendre des risques trop élevés. C'est globalement trop coûteux d'avoir des risques trop élevés, et donc on va essayer de compartimenter et d'avoir un système global qui limite très très fortement en fait le niveau de risque, hein. Et c'est pour ça qu'une bonne partie de l'évaluation se fait par rapport à la réputation, on va dire, des acteurs qui posent les projets. Alors, moi j'aimerais juste revenir sur quelque chose qui a été dit par mon voisin de gauche tout à l'heure. Je pense que un des aspects, moi, effectivement, que j'appréciais dans l'évaluation interdisciplinaire, c'est que la dimension interdisciplinaire casse automatiquement la capacité à se référencer à la bibliométrie, parce que les contextes bibliométriques pour les domaines sont tellement différents que l'exercice devient extrêmement stérile dès qu'on commence à le regarder. Et donc ça pousse... Moi, dans les comités d'évaluation de ce type-là, on n'a jamais parlé bibliométrie. Enfin, il me semble, je regarde Julien qui était aussi dans ce comité-là. Et je pense qu'une des raisons pour laquelle on n'en a pas parlé, c'est que c'était évident pour tout le monde que c'était totalement incomparable. Enfin, il n'y avait pas moyen de comparer les publications en maths, des publications en physico-chimie, et ainsi de suite, quoi. Et ça c'est un aspect positif. Il y a l'aspect négatif qui va avec, c'est que du coup, l'habillage, et alors là pour le coup c'est par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, la partie, on va dire habillage, joli, poli, etc., est d'autant plus importante que finalement, une bonne partie du comité n'est pas expert dans le domaine. Donc il y a une contrepartie malheureusement. Juste pour ajouter un instant, à Princeton, j'ai passé 1 an à l'Institute for Advanced Study et j'allais amener mon beau-fils à ses leçons de piano. Et il y avait un type qui venait après avec sa fille, et donc on discutait pendant l'échange. Et ça, c'est un type, par exemple, qui m'a dit, mais moi je suis professeur de mathématiques à Princeton. J'ai un index H qui est négligeable, mais personne n'a jamais pensé que j'étais un mauvais mathématicien. Il a dit, moi j'ai eu de la chance, maintenant j'ai des millions de citations. Et donc j'ai eu un succès, mais il doit y avoir beaucoup comme moi, dans les bons départements de maths, quelque part qui travaillent sur les problèmes très difficiles et qui ne réussissent pas nécessairement. Mais personne ne pense qu'ils sont mauvais et on finance leur recherche. Et ça, c'était Andrew Wiles qui a résolu le dernier problème de Fermat. Et donc, évidemment, c'était un type avec une réputation internationale incroyable. Mais néanmoins, il a dit aujourd'hui,
même en maths, avec les critères modernes, on commence à ne pas pouvoir faire ça. C'est le fait qu'on contribue au département, qu'on existe, n'empêche pas d'avoir la recherche avec un financement qui est relativement limité pour un maths. Mais quand même, ça veut dire que les critères sont très différents. En économie, c'est exactement le contraire. On ne fait que confiance dans les grandes revues, publications, institutions, etc. Et je pense que, et en histoire, comment est-ce qu'on juge des livres par rapport aux articles, etc., etc. Donc les critères sont totalement différents et je ne pense pas qu'on puisse universaliser ou normaliser ça. Je voulais juste rajouter un tout petit point sur cette histoire d'effet de séduction, etc. En fait, un de mes dadas de chercheur, c'est l'étude de la subjectivité. Et comment prendre en compte la subjectivité qu'une certaine science a toujours vouée aux hégémonies, en considérant que c'était un biais dont il fallait s'affranchir, etc. Et de la même façon, finalement, je trouve que les promesses sont porteuses d'une information qui a sa pertinence et qui est intéressante à valoriser. On est dans un univers, enfin, je veux dire, les promesses, on a bien compris aujourd'hui, elles ne datent pas d'aujourd'hui, elles sont pas. C'est pas parce qu'on fait de la science sur projet que maintenant la science n'est que construite autour de promesses. Ça a toujours existé. Et au fond, finalement, autant essayer de la caractériser, de la comprendre, de l'appréhender pour voir et mieux percevoir ce qu'elle raconte, quoi. J'avais une question. Serge Cohen, vous avez dit qu'il y avait une surenchère dans les promesses et qu'on arrivait à un degré de promesses qui faisait qu'un projet de thèse aurait pu candidater à l'ANR. Donc, et vous disiez aussi qu'il y avait des éléments de langage qui façonnent la demande, etc. Donc, les promesses que vous rencontrez, est-ce qu'elles sont d'ordre sociétal? Est-ce qu'elles sont d'ordre scientifique? Quand il y a de la surenchère, c'est dans comment dire, dans le type de résultats scientifiques et la hauteur des résultats scientifiques, c'est dans l'impact sociétal, c'est-à-dire les éléments de langage, est-ce qu'ils sont surtout, vous disiez, indépendamment de la discipline? Donc, est-ce qu'ils sont surtout dans l'impact sociétal que va avoir cette recherche ou est-ce qu'ils sont dans le domaine même aussi sur ce que ça propose comme obtenir comme résultat, etc. Moi, je peux déjà répondre pour la partie qui me concerne. La notion de enfin, on a deux manières d'appréhender cette chose-là. D'abord, c'est de l'analyse lexicographique que j'ai fait. Et donc là, on n'est pas du tout sur le fond même d'une méthodologie qui serait surexpliquée, qui serait survendue ou quoi. Par contre, on va être sur des mots qui reviennent de façon récurrente. Des mots qui sont considérés manifestement par le porteur de projet comme étant extrêmement importants et qui va mobiliser plusieurs fois dans le projet, si bien que son projet va ressortir de façon marquante avec certains termes qui sont manifestement... Des termes de sa science ou des termes sociétaux? Alors c'est là où il y a un peu les deux. C'est là où on peut retrouver les deux et où il y a un travail à approfondir sur le sens qui est porté autour de ces surenchères. Mais derrière ces surenchères, on perçoit bien cette notion d'effet de séduction, ou en tout cas d'attraper, de capter l'attention. Après, cette notion d'élément de langage, elle est effectivement transversale à tous les champs disciplinaires, en tout cas dans le domaine de la biodiversité. Et elle procède surtout de la description de comment le projet est monté. Des champs disciplinaires mobilisés, des relations à des éléments de gouvernance ou des positionnements institutionnels, nationaux ou européens. Voilà. Donc, beaucoup plus terre à terre, par exemple, considérons un projet qui a été soumis à un moment donné sur un salaire minimum. Est-ce que ça a un mauvais effet sur l'emploi? Chose que la plupart des gens disent, ah oui, dès que vous augmentez le salaire minimal, vous allez diminuer l'emploi parce que les employés, etc., etc.
Et donc, quelqu'un a dit, mais je fais un projet sur ça, et il a démontré qu'au moins, avec les stats qu'il avait, que ça n'avait pas un effet négatif du tout sur l'emploi, et même un peu le contraire. C'est un type qui s'appelle David Card. Depuis, évidemment, il y a toute une succession maintenant d'articles sur ça qui a des conséquences très importantes, empiriques, et c'est un problème qui n'est pas totalement résolu. Je pense que finalement, l'argument que ça a un impact négatif sur l'emploi n'est pas avéré, mais ce n'était pas aussi clair que le premier. Mais là, vous voyez un contenu social, une promesse d'essayer de résoudre ce problème. Le problème n'est pas totalement résolu, mais ça me semble quelque chose d'assez concret, terre à terre, où on peut au moins voir les conséquences sociales directes de ça. Alors, moi, je vais prendre les exemples que je connais, hein, c'est très pratique. Dans notre cas, enfin dans le cas des projets qu'on a vus, la surenchère, elle est scientifique, c'est-à-dire qu'on promet un nombre d'activités et de résultats qui est démesuré. Alors, ça, c'est l'observation. Puis, je vous en propose une analyse, ce qui vaut ce qu'elle vaut. Hein. Moi, j'ai le sentiment quand même que le chercheur en moyenne est quelqu'un d'assez créatif et qu'il est en train de jouer en fait. Et donc, il pousse là où il a le sentiment que c'est nécessaire de pousser. Son but, c'est de faire une recherche. Très sincèrement, il a décrit aussi bien qu'il peut et il va pousser là où il considère que ça va lui rapporter des points, on va dire, pour ça. Il se trouve que dans les critères d'évaluation qui sont édictés dans notre cas, l'aspect sociétal est relativement évident par le domaine qui est très très culturel, on va dire. Donc cet aspect n'a pas l'air d'être très discriminant, puisque à peu près tous les projets vont pouvoir valoriser ça de la même façon. Et ce qui va avoir, enfin, ce que l'écrivain ou l'auteur du projet va avoir le sentiment de pouvoir mettre en avant et sur lequel il va pouvoir surenchérir, c'est autre chose. Donc il va mais moi, c'est le sentiment, hein, c'est-à-dire que suivant le contexte, on va surenchérir sur des différents aspects. Après, moi, j'ai été auteur de projets, sur des projets typiquement de type plus NIH, c'était de la surenchère sociétale ce que je faisais. Enfin, en tout cas, c'était ces aspects-là sur lesquels j'ai insisté particulièrement parce que j'avais le sentiment que c'était là-dessus que ça allait faire une différence, non pas sur le résultat, mais sur la capacité à obtenir mon financement, enfin, très simplement. Je pense que cette dérive, elle augmente, la dérive des promesses, de l'irréalisme des promesses, augmente aussi avec la taille du projet. Donc, dans la globalisation des sciences du cerveau, par exemple, quand on prend les flagships, on voit qu'il y a une thématique de neuromythe qui s'est développée. Ça fait partie de mythologie, avec un conte, et on vous raconte quelque chose qui, de toute façon, ne pourra pas être testé avant des années. Mais c'est la construction d'un mythe. Par rapport au PIA, moi je suis confronté à la même chose. Je participe à un PIA où j'ai le sentiment que ce qu'on a écrit c'est un mythe. Enfin, voilà, je ne vais pas donner le nom du projet en question. En plus, il a le malheur d'avoir été financé. Donc, mais je suis tout à fait d'accord. Plus c'est gros, plus ça passe. C'est l'impression que ça donne par moment. Oui. Une chose qui m'a intrigué, c'est qu'à un moment donné, la Commission européenne a décidé de faire ce qu'on appelait des flagship projects. Et les deux étaient donnés à Human Brain, je pense. Non, c'était Human Genome, pardon. C'était le... qu'est-ce qu'on dit pour le... C'est pas le... la dénumération, non. Et, pardon? C'était le codage des... Graphène, c'était le deuxième, oui. Et graphène... Et donc, là, le premier, si mes souvenirs sont bons, c'était immédiatement suivi par les États-Unis qui ont fait un projet presque identique. Et puis le deuxième, graphène, la question que je me suis posée, c'est pourquoi est-ce qu'après toutes les promesses de graphène, toutes les grandes qualités que ça a, pourquoi le secteur privé n'a pas financé ça? Étant donné que toutes les promesses qui étaient faites autour de ce matériau magique, pourquoi il fallait que l'Union européenne, la Commission européenne, investisse autant d'argent dans un projet qui semble avoir tellement d'utilité que le secteur privé aurait dû automatiquement le financer? Et ça, c'est une question qui m'a toujours troublé. Et quand on pose cette question... quand on est à Bruxelles,
on parle d'autre chose. Mais ça, c'est une question qui m'a toujours intrigué. Est-ce que c'est le rôle d'une agence publique de dépenser autant d'argent sur un projet qui semble avoir énormément de bénéfices possibles dans le secteur privé? Mais peut-être quelqu'un peut réagir à ça. On peut faire le parallèle avec le projet du séquençage du génome humain, où en fait on a eu les deux types d'actions, l'action privée et l'action publique, qui ont coexisté et qui ont été sans doute essentielles dans le projet, parce que c'était extrêmement dangereux que le séquençage du génome humain ne soit fait que par le privé. Hein, donc c'est extrêmement important. Donc je pense que c'est important que l'Europe ait une politique publique sur le graphene ou sur le Human Brain Project, ne pas le laisser simplement aux investisseurs privés. Donc, vous pensez que les promesses, donc, n'étaient pas aussi, comment je peux dire, concrètes que... Parce qu'au départ, on nous expliquait que vraiment, ça c'est des propriétés qu'on connaît déjà et qu'on peut exploiter, mais il faut quand même développer. Et donc, ça m'étonne quand même que... Bon. En fait, j'étais sur le matériau concurrent à la base. Mais voilà, peu importe. Mais en fait, je pense que c'est juste extrêmement compliqué de mettre en industrie quelque chose qui s'oxyde à la vitesse de l'éclair. C'est vraiment genre... c'était un peu le problème technique, on va dire, qui, je pense, empêchait l'industrialisation du graphène. Et c'est pour ça que je pense, après, ça c'est... Moi, je suis un peu cynique des fois, qui dirait que genre, c'est pratique de le faire payer par la recherche et de voir est-ce qu'à un moment donné on a une émergence d'une nouvelle techno, un graphène encapsulé entre deux couches qui empêche l'oxydation du graphène. Et là, si on a ça, bah, pouf, on a tout gagné. On n'a rien dépensé et on a une techno. Non, le problème est très simple, c'est qu'on nous explique tout le temps que le secteur privé, c'est où on prend des risques. Et c'est le secteur public où on ne prend pas des risques. Et là, on est en train de dire non, mais le secteur public, c'est une genre d'assurance. Bon, voilà, je ne voulais pas provoquer une débat, excusez-moi. Merci à tout le monde, aux intervenants, au public. Merci aussi à Véronique Luec pour l'organisation pratique, logistique. Merci à Jérémy pour la captation. Tout sera mis en ligne dans les prochaines semaines, on va dire, prochains mois. Vous pourrez reconsulter les différentes interventions. Et voilà. Et donc j'espère à l'année prochaine pour un futur colloque. Et sinon, il y a une séance de séminaire du Centre d'Alembert le 17 juin. À la faculté Jean Monnet de Sceaux sur sciences ouvertes et marchandisation de la connaissance. Voilà, merci.